Une famille noire, élégante et unie, monte à bord d'un avion avec des billets de première classe, prête à profiter d'un voyage luxueux, mais une hôtesse de l'air, par un acte de mépris flagrant, ordonne à la mère de quitter son siège pour l'arrière de l'appareil, déclenchant une tempête d'indignation qui va tout bouleverser. Si cette injustice vous révolte, montrez votre soutien en aimant cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour exiger que de tels actes ne restent pas impunis. Marcus Johnson, sa femme Lena, leurs 2 enfants, Talia et Ethan, et leur cousine Simone, une avocate à l'allure assurée, franchissent la porte d'embarquement dans un aéroport animé, leur visage rayonnant d'une excitation contenue. Talia, 9 ans, serre son petit sac de voyage orné d'un motif floral, ses yeux pétillants de curiosité tandis qu'elle observe les avions par les grandes baies vitrées. Ethan, 7 ans, trottine à côté de son père, posant des questions incessantes sur les moteurs et les nuages. Marcus, grand, imposant mais d'une douceur infinie avec ses enfants, répond avec patience, un sourire discret éclairant son visage. Lena, élégante dans une robe bleu marine parfaitement coupée, marche à leur côté, une main posée sur l'épaule de Talia, sa voix douce mais ferme rappelant aux enfants de rester près d'eux. Simone, avec son porte-altier et son regard perçant, complète le tableau familial, son sac en cuir trahissant son statut de professionnel aguerri. Ils sont une famille ordinaire, mais il y a dans leur démarche une dignité naturelle, une assurance tranquille qui attire les regards. À la porte d'embarquement, les agents scannent leurs billets de première classe sans le moindre problème. Lena remercie poliment l'agent, Marcus hoche la tête, tenant les cartes d'embarquement dans une main et le petit sac à dos d'Ethan dans l'autre. Tout semble parfait, presque trop parfait. Une fois à bord, l'excitation des enfants éclate. Talia découvre avec émerveillement les boutons de son siège inclinable, appuyant dessus avec précaution pour voir jusqu'où il peut aller. Ethan, déjà installé, joue avec les écouteurs que son père lui a donnés, riant quand il découvre qu'il peut regarder un dessin animé sur l'écran devant lui. Lena s'assied près de la fenêtre, un sourire amusé aux lèvres en regardant ses enfants s'émerveiller. Marcus prend place à côté d'Ethan, jetant un coup d'œil à Simone, qui s'installe dans la rangée voisine, déjà plongée dans un dossier juridique sur sa tablette. La première classe est un luxe rare pour eux, un moment de répit bien mérité, et ils savourent chaque seconde. Mais l'harmonie est brisée par une ombre. Une hôtesse de l'air, Vanessa Reed, s'approche, son badge scintillant sous les lumières tamisées de la cabine. Ses cheveux sont tirés en un chignon impeccable, mais son regard est froid, son sourire forcé, presque mécanique. Elle s'arrête devant la famille, son regard passant sur eux avec une intensité qui met tout le monde mal à l'aise. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix tranchante. Il y a un problème avec les sièges. » Marcus lève les yeux, calme mais perplexe. « Nous avons vérifié au comptoir. Ce sont nos sièges, rangée 2, A à E. » Vanessa incline légèrement la tête, son sourire s'effaçant. « Il y a une erreur dans le manifeste. Nous devons réorganiser les places pour équilibrer la cabine. » « Madame, elle fixe Lena avec insistance, vous devrez vous déplacer à l'arrière. » Lena fronce les sourcils, sa voix posée mais ferme. « Nous voyageons ensemble. Nous sommes une famille de 5. Ce sont des billets de première classe payés il y a des semaines. » Vanessa ne cille pas. « Je comprends, mais nous devons donner la priorité à un passager élite confirmé. C'est juste un ajustement temporaire. » Sa voix est polie, mais son ton est dédaigneux, comme si elle parlait à quelqu'un qui n'avait rien à faire là. Simone, qui a levé les yeux de sa tablette, intervient, son ton acéré. « Attendez une seconde, vous dites que vous déplacez une passagère avec un billet valide sans vérifier? Montrez-moi le manifeste. » Vanessa se tourne vers elle, ses yeux rétrécis. « Madame, je n'ai pas à vous montrer quoi que ce soit. Veuillez coopérer ou je devrais appeler l'équipe au sol. » Le ton monte et les passagers autour commencent à tourner la tête. Un homme d'affaires, M. Grayson, assis 2 rangées devant, baisse son journal et lance d'un ton narquois. Toujours les mêmes histoires, avec ses quotas de diversité. Il donne des sièges de première classe à n'importe qui maintenant. Ces mots, lourds de mépris, tombent comme une gifle dans la cabine. Les joues de Lena rougissent légèrement, mais elle reste immobile, son regard fixé sur Vanessa. Talia, confuse, agrippe la manche de sa mère. « Pourquoi tu dois partir, maman? » Ethan, les yeux écarquillés,
serre les accoudoirs de son siège, son petit visage crispé. Marcus pose une main apaisante sur l'épaule de son fils, mais ses yeux ne quittent pas Vanessa. « Pourquoi elle ?» demande-t-il, sa voix basse mais lourde de sens. « Pourquoi pas quelqu'un d'autre dans cette rangée ?» Vanessa redresse les épaules, son ton devenant plus sec. « Monsieur, je n'ai pas le temps pour une discussion. Soit elle se déplace, soit nous retardons l'embarquement. » Le silence dans la cabine devient oppressant. Les passagers observent, certains mal à l'aise, d'autres détournant les yeux. Une femme, Madame Carter, assise à côté avec son fils adolescent, semble vouloir parler, mais elle se ravise, ses lèvres pincées. Un autre passager, un jeune homme en sweat à capuche, commence à filmer discrètement avec son téléphone, capturant chaque mot. Lena échange un regard avec Marcus, un mélange de douleur et de compréhension passant entre eux. Elle se lève lentement, ramasse son sac et embrasse Talia sur le front. « Ça va, ma chérie, je serai juste un peu plus loin. » Sa voix tremble légèrement, mais elle garde la tête haute. Talia murmure. « Mais pourquoi? Tu n'as rien fait. » Lena force un sourire, mais ses yeux brillent de larmes contenues. « Juste pour un moment, ma puce. » Ethan fixe Vanessa, ses petites mains crispées. « Vous êtes méchante, » lâche-t-il, sa voix enfantine perçant le silence. Vanessa ignore l'enfant, se contentant de faire un geste brusque pour indiquer à Lena de se diriger vers l'arrière. Marcus reste immobile, ses doigts serrant son téléphone. Il tape un message rapide. Ils ont déplacé Lena à l'arrière. Séparé la famille. L'hôtesse a dit que le siège était pour quelqu'un de plus important. Il envoie le message, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une colère contenue. Lena avance dans l'allée étroite, son sac serré contre elle, passant devant des rangées de visages indifférents. Certains passagers baissent les yeux, d'autres jettent des regards furtifs. Personne n'offre de changer de place. Personne ne dit un mot. Arrivée à son nouveau siège en classe économique, coincée entre deux étrangers, elle s'assied avec raideur, le dossier du siège devant elle lui semblant plus proche que jamais. L'espace est étroit, l'air étouffant. Elle fixe le dossier, essayant de ne pas penser à la distance qui la sépare maintenant de sa famille. En première classe, l'atmosphère est pesante. Talia s'enfonce dans son siège, les larmes aux yeux. Ethan ne sourit plus, ses écouteurs abandonnés sur ses genoux. Marcus tient la main de ses enfants, son regard fixé droit devant lui, comme s'il attendait quelque chose. Il n'a pas tout dit, pas encore, mais il le fera. À l'arrière, Lena sort son téléphone, qui vibre doucement. Un message de Marcus. « Ne t'inquiète pas. » Elle prend une profonde inspiration et ferme les yeux un instant, essayant de calmer la tempête intérieure. Pendant ce temps, Vanessa continue son service avec une précision mécanique, offrant des boissons et des serviettes chaudes aux autres passagers, son ton mielleux contrastant avec la froideur qu'elle a montrée à Lena. Mais quand elle passe devant la rangée de Marcus, elle évite son regard, son sourire se crispant. Ethan murmure à son père. « Elle ne nous a même pas proposé de jus. » Marcus serre la mâchoire, son regard dur. Il sort à nouveau son téléphone et tape un autre message. « Vol 892. Hôtesse Vanessa Reed. » La réponse arrive presque instantanément. « Reçu, on s'en occupe. » Dans la cabine, une jeune hôtesse stagiaire, Mia, observe la scène depuis le début. Elle laisse rester silencieuse, mais son visage trahit une gêne croissante. Elle s'approche de Vanessa dans la galerie, hésitante. « Vous avez vérifié leur billet ?» demande-t-elle à voix basse. Vanessa hausse les épaules, son ton tranchant. « J'ai vu ce qu'il fallait voir. Les gens utilisent des points, obtiennent des surclassements. Ça ne veut pas dire qu'ils appartiennent ici. » Mia fronce les sourcils, jetant un coup d'œil vers la rangée de Marcus. Quelque chose dans cette réponse la dérange profondément. Elle retourne à ses tâches, mais ses mains tremblent légèrement. À l'avant, M. Grayson, l'homme d'affaires arrogant, se penche vers son voisin et marmonne. C'est toujours pareil, ils veulent tout, mais ils ne savent pas rester à leur place. Sa voix porte et plusieurs passagers se figent. Madame Carter, la mère assise à côté, serre la main de son fils, son visage crispé de colère contenue. Le jeune homme en sweat à capuche continue de filmer, capturant chaque mot, chaque regard. La tension dans la cabine est palpable, comme une corde prête à se rompre. Marcus reste immobile, mais son regard est un feu qui couve. Il sait qui il est, il sait ce qu'il représente, et il sait que Vanessa Reed n'a aucune idée de ce qu'elle vient de déclencher.
Dans le cockpit, le capitaine Dupont termine ses vérifications lorsque son écran de communication clignote. Un message urgent marqué « Alerte exécutive ». Il l'ouvre, lit rapidement et son visage se fige. Il échange un regard avec son copilote. « Contact de la direction », dit-il à voix basse. Il semble qu'on ait quelqu'un d'important à bord. Il attrape le combiné et appelle la galée principale. Vanessa, occupée à verser du champagne pour un passager, répond à l'appel. « Service en cabine, Reed à l'appareil. »« Mademoiselle Reed, » dit le capitaine, sa voix lourde, « venez au cockpit immédiatement. » Vanessa hésite, sentant un frisson d'inquiétude. « Compris, » répond-elle avant de raccrocher. Ses pas ralentissent alors qu'elle se dirige vers l'avant, une étrange appréhension s'installant dans sa poitrine. Quelque chose dans la voix du capitaine n'était pas normal. Lorsqu'elle entre dans le cockpit, les deux pilotes se tournent vers elle. « Fermez la porte », ordonne le capitaine Dupont. Elle obéit, le cœur battant. « Vous avez retiré une passagère de première classe ce matin. Expliquez-vous. » Vanessa cligne des yeux, surprise. « Oui, capitaine. Il y avait un conflit de siège. Elle n'était pas sur la liste des surclassements élites, et elle était avec 4 autres personnes. J'ai supposé une erreur. » « Vous avez supposé ?» répète le capitaine, son ton glacial. « Vous n'avez pas vérifié le manifeste ?» Vanessa bafouille. « J'ai jeté un coup d'œil, mais je voulais éviter un retard. Elle ne semblait pas... » Elle s'arrête, consciente qu'elle s'enfonce. Le capitaine lève une main. « L'homme au siège 2C est Marcus Johnson. Ça vous dit quelque chose ?» Vanessa secoue la tête, sa gorge se serrant. « Non, capitaine. C'est le PDG du groupe qui possède cette compagnie aérienne. » Le silence qui suit est assourdissant. Le copilote tousse légèrement. Il ne signe pas seulement nos chèques, il décide de tout. Vanessa blêmit, ses mains devenant moites. « Je ne savais pas. » « Vous n'avez pas pris la peine de savoir, » corrige le capitaine. « Il a contacté le conseil directement. Vous avez séparé sa femme de sa famille, sans vérification, juste sur un jugement hâtif. » Vanessa tente de parler, mais sa voix s'étrangle. Le capitaine poursuit, implacable. « On m'a ordonné de vous informer que, dès l'atterrissage, vous serez accueillis par la sécurité et 2 représentants du conseil. Restez professionnels jusque-là et ramenez Madame Johnson en première classe, publiquement, avec des excuses. » Vanessa sent ses jambes trembler. « Oui, capitaine, » murmure-t-elle, à peine audible. « Ne faites pas empirer les choses, » ajoute-t-il. Elle sort du cockpit, ses pas incertains, son cœur battant à tout rompre. La cabine semble différente maintenant, les regards des passagers plus lourds, plus accusateurs. Marcus la fixe alors qu'elle approche, son regard perçant comme une lame. Elle s'arrête, incapable de soutenir son regard. Puis, elle se dirige vers l'arrière, chaque pas plus difficile que le précédent. Les passagers qu'elle a ignorés ou servis avec arrogance la suivent des yeux, certains avec curiosité, d'autres avec un jugement silencieux. Lorsqu'elle atteint la rangée de Lena, celle-ci est assise, écouteurs aux oreilles, son visage calme mais fatigué. Lena retire un écouteur en voyant Vanessa. « Madame Johnson, » commence Vanessa, sa voix tremblante. « Il y a eu une erreur. Je vous ramène à votre siège initial. » Lena ne bouge pas. « Une erreur ?» répète-t-elle, son ton neutre mais perçant. Vanessa hoche la tête. « Oui, nous avons revérifié le manifeste. C'était une erreur de notre part. » Lena regarde les 2 étrangers à côté d'elle, qui n'ont rien dit lorsqu'elle s'est assise plus tôt. Puis elle fixe Vanessa. « Vous n'avez demandé à personne d'autre de bouger. Vous n'avez même pas vérifié 2 fois. » Vanessa ouvre la bouche, mais aucun mot n'en sort. « J'avais mon billet, » continue Lena, sa voix toujours calme mais tranchante comme un rasoir. « J'étais à ma place, et vous m'avez dit de partir, sans hésiter. » Les passagers autour se penchent légèrement, leurs oreilles captant chaque mot. « Je ne porte peut-être pas de costume coûteux, » dit Lena, se levant lentement, « mais je sais ce que c'est que d'être traitée comme si je n'avais pas ma place. » Vanessa pâlit davantage, ses mains tremblant contre les dossiers des sièges. « Je me suis trompée. Je suis désolée. » Lena ne répond pas. Elle ramasse son sac et avance dans l'allée, la tête haute, non par orgueil, mais par une dignité inébranlable. Talia, en voyant sa mère revenir, bondit presque de son siège, un sourire illuminant son visage. « Maman !» Ethan rit, agitant les mains.
Marcus se lève pour aider Lena, son regard ne quittant pas Vanessa, qui reste à quelques rangées, mal à l'aise. Lena s'assied d'entre ses enfants, posant une main sur chacun d'eux. Vanessa s'avance, sa voix basse mais audible. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. » Marcus répond, son ton glacial. « Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un autre siège à l'arrière? » Vanessa force un sourire crispé, recule et se retourne. La cabine retombe dans un silence lourd, mais quelque chose a changé. Les passagers savent maintenant. Ils savent que ce qu'ils ont vu n'était pas juste un malentendu. C'était une injustice. Et pour Vanessa, chaque regard qu'elle croise désormais semble la juger. Elle retourne dans la galerie, ses mains agrippant le comptoir, ses articulations blanches. Mia, la jeune hôtesse, l'observe en silence, pliant des serviettes avec une précision exagérée. Après un long silence, elle parle. « Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? » Vanessa se tourne vivement. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Mia hausse les épaules. « Je veux dire, j'ai vu comment vous les avez regardés, comme si vous saviez déjà qu'ils n'avaient pas leur place. » Vanessa serre les dents. « J'ai suivi la procédure. »« Non, » dit Mia, sa voix douce mais ferme. « Vous ne l'avez pas fait. » Vanessa détourne les yeux, prétendant vérifier les stocks, mais ses mains tremblent, et elle sait, au fond d'elle, que ce moment va la suivre bien au-delà de ce vol. Dans la cabine, le silence est brisé par des murmures. Monsieur Grayson marmonne à nouveau, ses mots toxiques attirant l'attention du jeune homme en sweat, qui filme toujours. Madame Carter, enfin, se penche vers son fils et murmure. « Ce n'était pas juste. Souviens-toi de ça. » Marcus, lui, reste immobile, son regard fixé sur l'horizon par la fenêtre. Il sait que ce n'est pas fini. Il sait que le véritable orage attend à l'atterrissage. Et il sait que Vanessa Reed, sans le vouloir, vient d'allumer une étincelle qui va tout changer. La cabine de l'avion vibre d'une tension palpable, les murmures des passagers s'amplifiant comme un grondement sourd, tandis que Marcus Johnson, un homme dont l'autorité silencieuse fait trembler les fondations de la compagnie aérienne, regarde l'hôtesse Vanessa Reed s'éloigner, ignorant qu'elle vient de déclencher une tempête qui ne s'éteindra pas de sitôt. Dans la galerie, Vanessa s'efforce de maintenir une façade de professionnalisme, mais son assurance s'effrite à chaque regard furtif qu'elle croise, chaque chuchotement qu'elle perçoit. Les mots de Mia, la jeune hôtesse stagiaire, résonnent encore dans son esprit. « Vous ne l'avez pas fait. » Ces mots, simples mais tranchants, la hantent, car elle sait, au fond d'elle, que Mia a raison. Elle n'a pas suivi la procédure. Elle a agi sur un préjugé, un instinct qu'elle refuse d'admettre, et maintenant, elle sent le poids de cette erreur s'abattre sur elle. Mais au lieu de réfléchir, Vanessa se raidit, son ego blessé la poussant à se défendre. « Tu ne comprends pas », lance-t-elle à Mia, sa voix basse mais venimeuse. « Ce n'est pas une question de couleur ou de quoi que ce soit, c'est une question de règles. Les gens comme eux... » Elle s'arrête, consciente que ces mots trahissent une vérité qu'elle ne veut pas affronter. Mia la fixe, ses yeux sombres pleins de déception. « Les gens comme eux ?» répète-t-elle, son ton chargé d'une colère contenue. « Vous ne les connaissez même pas, vous n'avez même pas vérifié leur nom. » Vanessa détourne les yeux, ses doigts serrant un plateau de verre si fort que ses articulations blanchissent. « Je fais mon travail », marmonne-t-elle, mais sa voix manque de conviction. Mia secoue la tête et retourne à ses tâches, son silence plus éloquent que n'importe quelle réprimande. Dans la cabine, l'atmosphère est électrique. Les passagers, témoins de l'humiliation de Lena, échangent des regards, des murmures, des hochements de tête. Certains, comme Madame Carter, la mère assise près de son fils adolescent, semblent bouillir d'une rage silencieuse. Elle se penche vers son fils, Nathan, et murmure. « Ce que tu as vu, c'est ce qui arrive quand les gens jugent sans réfléchir. Ne sois jamais comme ça. » Nathan hoche la tête, ses yeux fixés sur Talia, qui pleure doucement en serrant la main de son père. Ethan, quant à lui, fixe l'allée où Vanessa a disparu, son petit visage crispé par une colère qu'il ne sait pas encore nommer. « Pourquoi elle a fait ça à maman ?» demande-t-il à Marcus, sa voix tremblante. Marcus pose une main sur son épaule, son regard toujours fixé droit devant. « Parce qu'elle a cru qu'elle pouvait, » répond-il, sa voix basse mais lourde de sens. Simone, assise de l'autre côté, referme sa tablette avec un claquement sec, son visage dur. « Elle va regretter ça, » murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Marcus ne répond pas,
mais un léger hochement de tête indique qu'il partage son sentiment. À l'avant, M. Grayson, l'homme d'affaires arrogant, continue de semer le trouble. Il se penche vers son voisin, un homme d'âge moyen en costume gris, et marmonne avec un rictus. « Vous savez, c'est à cause de ces politiques de diversité qu'on se retrouve avec ce genre de désordre. Ils donnent des sièges à des gens qui ne les méritent pas. » Son voisin, mal à l'aise, baisse les yeux, mais un jeune passager à capuche, Jaden, assis quelques rangées derrière, entend tout. Il sort son téléphone, déjà en train de filmer, et zoome sur Grayson. Les mots de l'homme d'affaires, chargés de mépris, sont capturés avec une clarté glaçante. Jaden murmure à son ami à côté de lui, une jeune femme nommée Clara. « Ce type est un cliché ambulant. Il faut que le monde voie ça. » Clara acquiesce, son visage crispé de dégoût. « Poste-le. Maintenant. » Jaden hoche la tête et envoie la vidéo sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un commentaire cinglant. Un raciste en costume cravate pense qu'il peut parler comme ça en 2025. Regardez ce qui se passe sur ce vol. En quelques minutes, la vidéo commence à circuler, les likes et les partages s'accumulant à une vitesse fulgurante. Dans la première classe, Talia se blottit contre son père, ses larmes silencieuses mouillant sa chemise. « Pourquoi personne n'a rien dit ?» murmure-t-elle. Marcus caresse doucement ses cheveux, son regard toujours fixé sur l'horizon par le hublot. « Parfois, les gens ont peur, ma chérie. Parfois, ils ne savent pas quoi dire. » Mais sa voix tremble légèrement, trahissant une colère qu'il contient à peine. Simone, qui a entendu, ajoute d'un ton sec. « Ou ils ne veulent pas voir. Mais ils vont voir maintenant. » Elle sort son propre téléphone et envoie un message à un collègue avocat. Incident sur le vol 892. Discrimination flagrante. Prépare un dossier. La réponse arrive presque immédiatement. Donne-moi les détails. On va faire du bruit. Simone esquisse un sourire, mais il est froid, déterminé. Elle sait que ce n'est pas seulement une question de justice pour Lena, mais une bataille pour toutes les personnes qui ont été humiliées sans raison. Pendant ce temps, Vanessa continue son service, mais chaque pas qu'elle fait semble plus lourd. Les regards des passagers la suivent, certains curieux, d'autres accusateurs. Elle sent leur jugement et cela la rend furieuse. Ils ne comprennent pas, pense-t-elle, essayant de se convaincre qu'elle a agi correctement. Mais au fond, elle sait que quelque chose cloche. Elle repense à la voix du capitaine, à son ton sévère, à l'alerte exécutive. Elle repense au regard de Marcus, un regard qui n'a pas besoin de mots pour la faire se sentir petite. Lorsqu'elle passe près de la rangée de Marcus, elle évite soigneusement de croiser son regard, offrant des boissons aux autres passagers avec un sourire forcé. Mais Talia, toujours blottie contre son père, lève les yeux et murmure « Elle n'est pas gentille ». Ces mots, prononcés par une enfant, frappent Vanessa comme un coup de poignard. Elle se fige un instant, mais continue, prétendant ne pas avoir entendu. Dans le cockpit, le capitaine Dupont échange un regard avec son copilote, un homme nommé Lucas. Elle n'avait aucune idée de qui elle affrontait, murmure Lucas, secouant la tête. Dupont acquiesce, son visage grave. Ce n'est pas juste une question d'identité, c'est une question de pouvoir, et elle vient de faire une erreur qui va coûter cher. Il jette un coup d'œil à l'écran de communication où un nouveau message clignote. Situation confirmée. Équipe au sol prête à l'atterrissage. Sécurité et RH sur place. Dupont soupire, ses doigts tapotant le tableau de bord. Ce vol va faire les gros titres, dit-il, plus pour lui-même que pour Lucas. Ce dernier hoche la tête, et pas pour les bonnes raisons. Dans la galerie, Mia s'approche à nouveau de Vanessa, incapable de contenir sa frustration. « Vous savez ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?» demande-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. Vanessa se retourne, ses yeux flamboyants de colère. « Je fais mon travail depuis des années, petite. Tu crois que tu peux me donner des leçons ?» Mia ne recule pas. « Votre travail, c'était de vérifier, de respecter. Pas de juger une famille parce qu'elle ne correspond pas à votre idée de la première classe. » Vanessa ouvre la bouche pour répliquer, mais les mots lui manquent. Elle sent la chaleur monter à ses joues, un mélange de honte et de défiance. « Tu ne comprends pas comment ça fonctionne », finit-elle par dire, sa voix plus faible qu'elle ne le voudrait. Mia secoue la tête, ses yeux brillant de larmes contenues. « Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Vous avez humilié une mère devant ses enfants. Vous avez brisé quelque chose. » Elle s'éloigne, laissant Vanessa seule avec ses pensées, qui tourbillonnent comme un ouragan.
Dans la cabine, la tension atteint un point de rupture. Monsieur Grayson, inconscient du fait qu'il laisse filmer, continue ses commentaires toxiques. « C'est toujours pareil », dit-il à voix haute, attirant l'attention de plusieurs passagers. « Ils veulent les privilèges sans faire le travail. » Cette fois, Madame Carter ne peut plus se taire. Elle se tourne vers lui, sa voix tremblante de rage. « Vous devriez avoir honte », lance-t-elle, attirant tous les regards. Cette femme avait un billet, elle était avec sa famille, et vous restez là à juger sans rien savoir? Grayson ricane, mais son assurance vacille face à la colère de Madame Carter. « Calmez-vous, madame, ce n'est pas votre problème. » Mais d'autres passagers commencent à murmurer. Certains hochent la tête en signe d'approbation. Jayden, toujours en train de filmer, zoome sur la confrontation, capturant chaque mot. Clara, à côté de lui, murmure. « Ça va exploser sur Internet. » Et elle a raison. La vidéo, maintenant partagée par des dizaines de personnes à bord, commence à devenir virale. Les hashtags #Justice pour Lena et Vol étant 92 trending sur les réseaux sociaux. En première classe, Marcus reste immobile, mais son calme est une façade. Ses doigts tapotent légèrement son téléphone, où un nouveau message vient d'arriver. Vidéo en circulation, conseils informés, mesures en cours. Il range son téléphone, ses yeux se posant sur Talia, qui s'est endormie contre lui, épuisée par ses larmes. Ethan, quant à lui, dessine sur la tablette devant lui, mais ses traits sont durs, ses mouvements brusques. Simone, toujours vigilante, murmure. Ils vont essayer de l'étouffer, mais pas cette fois. Marcus hoche la tête, sa voix basse mais ferme. Pas cette fois. Dans l'économie, Lena reste assise, son regard fixé sur le dossier du siège devant elle. Les deux passagers à ses côtés, un homme d'âge moyen et une femme plus âgée, évitent son regard, mal à l'aise. Elle sent leur silence, leur gêne, et cela ne fait qu'amplifier sa douleur. Elle repense aux mots de Vanessa, à la façon dont elle l'a regardée, comme si elle n'était rien. Elle repense à Talia, à Ethan, à leur visage confus et effrayé. Elle serre son sac contre elle, ses doigts crispés, et murmure pour elle-même. « Je ne leur donnerai pas ma dignité. » Son téléphone vibre à nouveau. Un autre message de Marcus. « Ils savent. Reste forte. » Elle ferme les yeux, inspirant profondément, et un feu nouveau s'allume en elle. Elle ne va pas se briser. Pas aujourd'hui. Pas jamais. Dans la galerie, Vanessa reçoit un nouvel appel du cockpit. « Reed, » dit le capitaine Dupont, sa voix encore plus dure qu'auparavant. « Vous devez ramener Madame Johnson en première classe. Maintenant. Et assurez-vous que tout le monde entende vos excuses. » Vanessa sent son estomac se nouer. « Oui, capitaine, » répond-elle, sa voix à peine audible. Elle sort de la galerie, ses pas lourds, son cœur battant à tout rompre. Les regards des passagers la transpercent alors qu'elle traverse l'allée, chaque pas comme une marche vers un échafaud. Lorsqu'elle atteint la rangée de Lena, elle s'arrête, ses mains tremblantes. « Madame Johnson, » commence-t-elle, sa voix cassée. Il y a eu une erreur. Je vous ramène en première classe. » Lena lève les yeux, son regard perçant. « Une erreur ?» répète-t-elle, sa voix calme mais chargée d'une colère contenue. « Vous m'avez fait quitter ma famille. Vous m'avez humilié devant mes enfants. Et maintenant, c'est une erreur ?» Vanessa baisse les yeux, incapable de répondre. Les passagers autour se penchent, certains enregistrant la scène sur leur téléphone. « Je suis désolé », murmure Vanessa, mais ses mots sonnent creux, comme une formalité. Lena se lève lentement, son sac à la main, et avance dans l'allée, la tête haute. Les regards des passagers la suivent, certains admiratifs, d'autres honteux de leur silence précédent. Lorsqu'elle atteint la première classe, Talia se jette dans ses bras, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. « Maman !» Ethan se lève, courant vers elle, et Lena les serre tous les deux contre elle, son visage impassible mais ses yeux brillants. Marcus se lève, posant une main sur son épaule, son regard fixé sur Vanessa. « Vous avez fini ?» demande-t-il, sa voix froide comme l'acier. Vanessa hoche la tête, incapable de parler, et s'éloigne rapidement, ses joues brûlantes de honte. Mais les passagers ne sont pas satisfaits. Madame Carter se lève, sa voix forte et claire. « Ce n'est pas assez. Une excuse ne répare pas ce que vous avez fait. » D'autres murmurent leur approbation, et l'atmosphère dans la cabine devient presque explosive. Jayden, toujours en train de filmer, capture chaque instant, chaque regard, chaque mot.
La vidéo, maintenant partagée par des centaines de personnes, atteint des milliers de vues en quelques minutes. Dans le cockpit, le capitaine Dupont secoue la tête. « Elle a allumé un feu qu'elle ne pourra pas éteindre », murmure-t-il. Lucas s'acquiesce. Et le monde regarde. À l'arrière, Vanessa s'effondre sur le banc de l'équipage, ses mains couvrant son visage. Elle sent le poids de ce qu'elle a fait, mais elle refuse encore d'admettre pleinement sa faute. « Ce n'est pas juste », murmure-t-elle, mais ces mots sonnent faux, même à ses propres oreilles. Mia, qui l'observe de loin, secoue la tête. « Ce n'est pas une question de justice pour vous », dit-elle, sa voix basse mais ferme. « C'est une question de justice pour eux. » Vanessa ne répond pas. Elle sait que l'atterrissage approche, et avec lui, une confrontation qu'elle ne pourra pas éviter. Dans la cabine, Marcus serre la main de Lena, son regard fixé sur l'horizon. Il sait que ce n'est pas fini. Il sait que la vidéo circule, que le monde regarde, et que ce qu'ils ont vécu aujourd'hui va changer bien plus que ce vol. La tempête est là, et elle ne fait que commencer. L'avion entame sa descente, mais l'orage déclenché par l'injustice infligée à Lena Johnson ne fait que gagner en intensité, les flammes de l'indignation publique s'embrasant à travers le monde, alors que la vidéo virale expose une vérité brutale. Le mépris et le préjugé prospèrent encore, même dans les cieux. Dans la cabine, le silence est lourd, ponctué par les murmures des passagers et le bourdonnement des moteurs. Marcus Johnson serre la main de Lena, leurs doigts entrelacés comme un rempart contre la douleur qu'ils viennent d'endurer. Talia, blottie contre sa mère, dort d'un sommeil agité, ses petites mains crispées sur la manche de Lena. Ethan, les yeux fixés sur l'écran éteint devant lui, semble perdu dans ses pensées, son innocence ébranlée par ce qu'il a vu. Simone, toujours alerte, pianote sur son téléphone, coordonnant avec ses collègues avocats pour transformer cet incident en un catalyseur de changement. Mais dans l'air, il y a quelque chose de plus grand, une énergie collective qui transcende les murs de l'avion. Les passagers, autrefois silencieux, commencent à se parler à voix basse, partageant leur colère, leur honte, leur détermination à ne pas laisser cet acte passer inaperçu. Dehors, sur les réseaux sociaux, la vidéo postée par Jaden explose, atteignant des millions de vues en quelques heures. Les hashtags #NatJustice pour Lena et Avoli192 devenant des cris de ralliement pour des milliers de personnes à travers le globe. Dans la galerie, Vanessa Reed est une ombre d'elle-même. Ses mains tremblent alors qu'elle range mécaniquement les plateaux, évitant le regard de Mia, qui plie des serviettes avec une précision froide. Vanessa sent le poids du monde sur ses épaules, chaque vibration de l'avion lui rappelant que l'atterrissage approche, et avec lui, une confrontation qu'elle redoute. Elle repense à l'appel du capitaine, à son ton glacial, à l'alerte exécutive qui a révélé l'identité de Marcus. Elle repense à Lena, à son regard perçant lorsqu'elle a exigé des excuses, et à la cabine entière qui l'a jugée en silence. « Ce n'est pas juste », murmure-t-elle à nouveau, mais ses mots sonnent creux, comme une prière à laquelle elle ne croit plus. Mia, sans lever les yeux, répond d'une voix basse mais ferme. « Ce n'est pas une question de justice pour vous, c'est une question de ce que vous avez fait à cette famille. » Vanessa se fige, ses lèvres tremblantes, mais elle ne trouve rien à dire. Elle sait que Mia a raison, mais l'admettre serait trop douloureux. Alors elle se tait, son esprit tourbillonnant dans un mélange de peur, de honte et de déni. Dans la cabine, l'atmosphère est incandescente. Madame Carter, la mère qui a défié M. Grayson, échange des regards avec d'autres passagers, un feu nouveau dans ses yeux. Elle se penche vers son fils, Nathan, et murmure. « Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons toujours parler, toujours agir. Promets-moi que tu ne resteras jamais silencieux face à l'injustice. » Nathan hoche la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. À quelques rangées de là, Jaden et Clara surveillent leur téléphone, les notifications s'accumulant à une vitesse vertigineuse. « Regarde ça », murmure Jaden, montrant son écran à Clara. Des comptes de presse internationaux ont repris la vidéo, des titres comme « Scandale à bord »,« Une famille noire humiliée sur un vol » et « Une hôtesse de l'air fait face à des accusations de racisme » défilant sur les réseaux. Clara secoue la tête, un mélange de colère et d'espoir dans son regard. « Ça va changer les choses », dit-elle. « Ça doit changer les choses. » Jaden hoche la tête, mais son visage reste grave. Seulement si on continue à faire du bruit. À l'avant, M. Grayson,
inconscient de l'ampleur de la tempête qu'il a contribué à déclencher, continue de marmonner, son arrogance intacte. « Tout ça pour rien », dit-il à son voisin, qui l'ignore désormais, mal à l'aise. Mais les passagers autour ont entendu, et cette fois, ils ne restent pas silencieux. Une femme d'âge moyen, assise à côté, se tourne vers lui, sa voix tremblante de rage. « Vous parlez comme si vous étiez au-dessus des autres, mais vous n'êtes qu'un lâche qui se cache derrière des mots toxiques. » Grayson ricane, mais son rire est nerveux, ses yeux balayant la cabine à la recherche d'un allié. Il n'en trouve aucun. Un autre passager, un homme en chemise à carreaux, ajoute « Vous devriez vous taire avant d'aggraver votre cas. Le monde entier vous regarde maintenant. » Grayson blêmit, réalisant enfin que ses paroles ont été enregistrées, partagées, disséquées. Il baisse les yeux, ses mains serrant les accoudoirs, mais le mal est fait. Sa réputation, comme celle de Vanessa, est sur le point de s'effondrer. Dans le cockpit, le capitaine Dupont termine les préparatifs pour l'atterrissage, son visage marqué par une gravité inhabituelle. Il échange un regard avec son copilote, Lucas. « J'ai vu beaucoup de choses en 30 ans de vol, » dit-il, sa voix basse. « Mais ça, c'est différent. Ça va laisser une trace. » Lucas acquiesce, jetant un coup d'œil à l'écran de communication. Un nouveau message clignote. « Médias sur place. Équipe juridique briefée. Préparez-vous à une foule. » Dupont soupire, ses doigts crispés sur le manche. « Ils ne vont pas lâcher cette histoire, » murmure-t-il. Lucas hoche la tête. « Et ils ne devraient pas. » Dans la cabine, l'annonce de l'atterrissage retentit, mais elle est presque noyée par les murmures des passagers, leur téléphone illuminé par les notifications. La vidéo de Jayden a maintenant atteint des dizaines de millions de vues. Les commentaires affluent. C'est inacceptable. Où est la justice? Cette compagnie doit répondre. Les hashtags #Justice pour Lena et Vol 492 dominent les tendances mondiales, et des manifestations spontanées commencent à se former dans plusieurs aéroports, les gens exigeant des comptes. Lorsque l'avion touche le sol, un silence étrange s'installe, comme si tous les passagers retenaient leur souffle. Les portes s'ouvrent et Vanessa, debout près de la sortie, sent son cœur s'arrêter. Dehors, elle aperçoit une foule inhabituelle. Des agents de sécurité en uniforme, 2 représentants en costume sombre et une nuée de caméras, leurs objectifs braqués sur l'avion. Elle recule instinctivement, mais le capitaine Dupont apparaît derrière elle, sa voix ferme. « Mademoiselle Reed, suivez-les. » Vanessa hoche la tête, ses jambes tremblantes, et descend la passerelle, escortée par les agents. Les flashs des caméras l'aveuglent, les questions des journalistes fusent. « Pourquoi avez-vous ciblé cette famille? Allez-vous vous excuser publiquement? Êtes-vous raciste? » Vanessa baisse la tête, incapable de répondre, son monde s'effondrant autour d'elle. À l'intérieur, Marcus, Lena, Talia, Ethan et Simone descendent en dernier, leur dignité intacte malgré les regards curieux des autres passagers. Lorsqu'ils émergent, la foule s'écarte, certains applaudissant, d'autres levant leur téléphone pour filmer. Lena serre la main de Talia, son visage impassible mais ses yeux brillants d'une force indomptable. Dans le terminal, Marcus et Lena sont accueillis par une équipe de la compagnie, des avocats et des membres du conseil d'administration. Un homme en costume, M. Laurent, le directeur des opérations, s'avance, son visage crispé. « Monsieur Johnson, Madame Johnson, au nom de la compagnie, je vous présente nos excuses les plus sincères. Ce qui s'est passé est inacceptable. » Marcus le fixe, son regard perçant. « Vos excuses ne suffisent pas, dit-il, sa voix calme mais tranchante. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est un symptôme d'un problème plus profond, et nous allons le régler. » Lena acquiesce, sa voix ferme. Nous voulons des changements, pas des mots, des politiques, des formations, des systèmes pour que personne d'autre ne vive ce que nous avons vécu. Monsieur Laurent hoche la tête, visiblement mal à l'aise. Nous sommes prêts à travailler avec vous. Dites-nous ce que vous voulez. Marcus échange un regard avec Lena, un accord silencieux passant entre eux. Vous aurez notre liste demain, dit-il. Mais pour l'instant, assurez-vous que cette hôtesse ne travaille plus sur vos vols. Dehors, la foule grossit, des pancartes portant les mots « Justice pour Lena » et « Stop au racisme » s'élevant dans l'air. Jayden et Clara, sortis de l'avion, rejoignent les manifestants, leur téléphone toujours en main, continuant à documenter l'événement.
Jayden poste une mise à jour. Nous sommes au sol, mais la lutte continue. Exigez des comptes. Justice pour Lena. Les commentaires affluent, des milliers de personnes partageant leurs propres histoires d'injustice, transformant l'incident en un mouvement mondial. À l'intérieur, Simone s'entretient avec un groupe d'avocats, esquissant les bases d'une fondation pour soutenir les victimes de discrimination dans les transports. Ce ne sera pas juste pour nous, dit-elle, sa voix vibrante de détermination. Ce sera pour tous ceux qui ont été réduits au silence. Les avocats hochent la tête, impressionnés par sa vision. Pendant ce temps, Vanessa est conduite dans une salle de réunion sécurisée, où deux représentants des ressources humaines l'attendent. Une femme, Madame Dubois, prend la parole, son ton glacial. « Mademoiselle Reed, vous êtes suspendue avec effet immédiat en attendant une enquête complète. Les preuves vidéo et les témoignages des passagers sont accablants. Avez-vous quelque chose à dire ?» Vanessa ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Elle pense à Lena, à Talia, à Ethan, à Marcus, à Mia. Elle pense à ses propres mots, à ses actions, à la facilité avec laquelle elle a jugé. « Je ne voulais pas… » commence-t-elle, mais sa voix s'éteint. Madame Dubois secoue la tête. « Vous aurez l'occasion de vous expliquer lors de l'audience. Pour l'instant, remettez votre badge. » Vanessa obéit, ses mains tremblantes, et quitte la salle, escortée par la sécurité. Dehors, les caméras la suivent, son visage apparaissant sur les écrans du monde entier, un symbole de ce qui arrive lorsque le préjugé rencontre le pouvoir. Dans les jours qui suivent, l'histoire domine les médias. Lena prend la parole lors d'un événement communautaire, sa voix résonnant dans une salle bondée. « Ce n'était pas seulement mon humiliation, dit-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. C'était l'humiliation de tous ceux qui ont été jugés pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils font. Mais nous ne nous tairons pas, nous ne nous briserons pas. » La foule l'acclame, des pancartes s'élevant dans l'air. Marcus, à ses côtés, annonce un partenariat avec la compagnie pour réformer leur politique, incluant des formations obligatoires sur les biais inconscients et un système de signalement en temps réel pour les passagers. « Ce n'est qu'un début, dit-il, sa voix ferme, mais c'est un début que nous contrôlons. » Simone, fidèle à sa promesse, lance la Fondation pour l'équité dans les transports, recueillant des dons et des soutiens du monde entier. Mia, rongée par la culpabilité d'avoir été témoin sans agir plus tôt, s'engage à travailler avec la compagnie pour former les nouveaux employés, partageant son expérience comme un avertissement. Madame Carter, de retour chez elle, écrit une lettre à Lena, la remerciant pour avoir montré à son fils ce que signifie la dignité face à l'adversité. « Vous avez changé sa vie », écrit-elle, et la mienne. Jayden et Clara, devenus des figures du mouvement en ligne, continuent de mobiliser les foules, leurs publications inspirant des manifestations pacifiques dans plusieurs villes. À la maison, Marcus, Lena, Talia et Ethan se réunissent autour de la table du dîner, un moment de calme après la tempête. Des lettres de soutien affluent de partout, des inconnus partageant comment leur histoire les a inspirés à agir, à parler, à changer. Talia, tenant une lettre d'un enfant de son âge, sourit pour la première fois depuis des jours. « Ils disent qu'ils veulent être courageux comme toi, maman, » dit-elle. Lena caresse ses cheveux, ses yeux brillants. « Nous l'avons fait ensemble, ma chérie. » Marcus pose une main sur la sienne, un sourire discret sur les lèvres. « Et nous continuerons. » Dehors, le monde change, lentement mais sûrement, chaque pas porté par le courage d'une famille qui a refusé de se taire. L'onde de choc se propage et rien ne sera plus jamais pareil. L'histoire de la famille Johnson, confrontée à une injustice flagrante à bord d'un vol, résonne comme un puissant appel à la réflexion dans une société où les préjugés, qu'ils soient conscients ou non, continuent de façonner les interactions humaines. En tant que Français, attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, cette histoire nous interpelle profondément, nous invitant à examiner nos propres comportements et à tirer des leçons applicables à notre quotidien. À travers cette analyse, je partage mes ressentis personnels et les enseignements que nous pouvons intégrer dans nos vies en puisant dans la richesse culturelle française qui valorise la justice sociale et la solidarité. En lisant les détails de l'incident, j'ai ressenti une colère sourde mêlée de tristesse. L'humiliation subie par Lena, forcée de quitter son siège de première classe sous le regard de ses enfants, est une blessure qui transcende les frontières. Cette scène, où une mère est séparée de sa famille sans raison valable, m'a profondément choqué,
car elle heurte l'idée française de la dignité humaine, un principe ancré dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La passivité initiale des passagers, leur silence face à l'injustice, m'a également troublé. Elle reflète une réalité universelle. La peur ou l'indifférence peuvent nous rendre complices d'actes injustes. Pourtant, la dignité de Léna, son calme face à l'adversité, et la détermination de Marcus à rétablir la justice m'ont inspiré un immense respect. Leur résilience incarne une force qui rappelle les héros de la littérature française, comme Jean Valjean dans Les Misérables, qui triomphe des injustices par sa droiture morale. Cette histoire m'a aussi fait réfléchir à la manière dont les préjugés opèrent insidieusement. Vanessa, l'hôtesse, n'a pas agi par méchanceté explicite, mais par un biais inconscient, un jugement hâtif basé sur l'apparence. En France, où la laïcité et l'égalité sont des piliers, nous aimons croire que nous sommes au-dessus de tels préjugés. Pourtant, cette histoire nous rappelle que personne n'est immunisé. Que ce soit dans un café parisien, un bureau à Lyon ou une école à Marseille, nous pouvons tous, sans le vouloir, porter des jugements basés sur des stéréotypes. Cette prise de conscience est douloureuse mais nécessaire, car elle nous pousse à nous interroger. Combien de fois avons-nous, par ignorance ou précipitation, mal jugé quelqu'un? La première leçon que je tire de cette histoire est l'importance de l'empathie active. En France, nous valorisons la convivialité, les discussions animées autour d'un verre de vin, mais l'empathie va au-delà des mots. Elle exige d'agir, de s'opposer à l'injustice, même lorsque cela est inconfortable. Les passagers comme Madame Carter, qui a fini par confronter Monsieur Grayson, nous montrent qu'il n'est jamais trop tard pour prendre la parole. Dans ma vie, cela signifie être plus attentif aux micro-injustices autour de moi, un collègue ignoré, un inconnu maltraité, et oser intervenir, même par un simple geste de soutien. La deuxième leçon concerne la responsabilité personnelle. Vanessa a agi sur un préjugé, mais son refus initial d'admettre sa faute a aggravé la situation. En France, où l'introspection et la quête de vérité sont valorisées, cette histoire nous rappelle que reconnaître ses erreurs est un signe de force, pas de faiblesse. Appliqué à ma vie, cela m'encourage à examiner mes propres biais, à me demander si mes jugements sont justes et à m'éduquer continuellement sur les réalités des autres. Par exemple, je pourrais m'impliquer davantage dans des associations locales, comme celles qui luttent contre la discrimination, pour mieux comprendre les expériences des minorités. Enfin, l'histoire met en lumière le pouvoir de la solidarité collective. La vidéo virale postée par Jayden, les manifestations spontanées et la fondation lancée par Simone montrent que le changement naît de l'action commune. En France, l'héritage des mouvements sociaux, de mai 68 aux Gilets jaunes, nous enseigne que la voix du peuple peut transformer les institutions. Cela m'inspire à m'engager davantage dans ma communauté, que ce soit en participant à des débats citoyens, en soutenant des initiatives locales ou en amplifiant les voix marginalisées sur les réseaux sociaux. Chaque geste compte, et ensemble, nous pouvons bâtir une société plus juste. Dans la tradition française, où l'art et la littérature servent souvent à provoquer la réflexion, cette histoire est un miroir tendu vers nous-mêmes. Elle nous rappelle que l'égalité n'est pas un acquis, mais un combat quotidien. Comme le disait Albert Camus, la liberté n'est rien si elle n'est pas partagée. Appliquons cette idée en étant des citoyens actifs, en défiant les préjugés dans nos cercles personnels et en soutenant ceux qui luttent pour la justice. Que cette histoire ne soit pas qu'un moment de colère, mais un catalyseur pour des actions concrètes dans l'esprit de fraternité qui définit notre nation. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous un désir de justice, alors agissez maintenant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que le message de Léna et Marcus résonne partout. Inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui inspirent et transforment. Et surtout, laissez un commentaire avec le mot « égalité » pour montrer que vous soutenez ce combat pour un monde plus juste. Ensemble, faisons entendre nos voix, comme une vague qui change tout.